Somnifère, le podcast. Le plus grand bonheur, après que d'aimer, c'est de confesser son amour, nous dit Tendre et Gide dans son journal. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme éperdument amoureux, mais paralysé à l'idée de confesser ses sentiments. Le temps passe, son amour ne faiblit pas, mais son incapacité à l'exprimer non plus, ce qui lui rend l'existence affreusement pénible. Il décide pourtant de rester muet et de s'en remettre au destin. C'est une histoire d'Henri de Régnier intitulée « L'hésitation sentimentale ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêt, commencez par prendre une grande inspiration par le nez, lente et profonde, avant de laisser aller les tensions à l'expirant. On referme ensemble cette journée. On laisse tout le quotidien et toutes les préoccupations de côté et on se prépare à déconnecter. Pensez à bien détendre la mâchoire, à desserrer les poings, à relâcher vos épaules. Laissez votre esprit simplement se fondre dans l'instant présent. Remarquez les mouvements subtils de votre corps qui se met en veille, alors que vous inspirez et que vous expirez. Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller. S'il reste quelques tensions au niveau du front, de la langue ou de la mâchoire, tâchez de les détendre un maximum, de les laisser aller complètement. Laissez passer les pensées sans résistance, comme si vous n'y accordiez que peu d'importance, et recentrez votre attention sur le moment présent, sur les appuis de votre corps avec le matelas, sur la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Sur la détente qui s'installe progressivement. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et sur votre ventre qui monte et qui descend. Et laissez-vous tranquillement bercer par ces mouvements.
Portez votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper. Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos, vos épaules qui sont complètement relâchées, laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage, puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Concentrez-vous simplement sur votre ventre, qui continue de vous bercer tranquillement, et sur les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire.
vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Ce fut le désir d'exercer mon discernement sur un nouvel objet qui me fit souhaiter d'être présenté à Madame de Morège. J'avais entendu parler d'elle par plusieurs de mes amis, et ils en parlaient si diversement que ces différences d'appréciation avaient piqué ma curiosité. Leurs opinions ne s'accordaient que sur un seul point. Madame de Morège était charmante. Quelques autres faits demeuraient également hors de discussion. Il s'établissait que Madame de Morège vivait fort indépendante et assez retirée, qu'elle jouissait d'une certaine fortune, que son mari habitait Rome et ne venait que rarement à Paris, et qu'elle occupait rue Franklin un élégant entresol orné de meubles anciens et de bibelots de choix, parmi lesquels elle recevait volontiers quelques amis. La vente Chevreau fut l'occasion où je rencontrai Madame de Morège. Je lui demandai la permission de me présenter chez elle, qu'elle m'accorda. J'y retournai plusieurs fois. Après un certain nombre de visites, je m'aperçus que non seulement j'étais amoureux de Madame de Morège, mais que je l'aimais éperdument. Oui, je l'aimais. Et le sentiment que j'éprouvais pour elle m'occupait tout entier. Rien du monde n'existait plus pour moi que mon amour. Je n'avais jamais rien connu de pareil pour aucune femme, et je demeurais effrayé et stupéfait d'une si impérieuse nouveauté. Parfois, en allant chez Madame de Morège, ce que je faisais presque chaque jour, je me demandais ce qu'elle pouvait bien penser de mon assiduité, à laquelle elle se prêtait d'ailleurs de bonne grâce. Ma présence lui devait paraître inexplicable, à moins qu'elle ne l'attribuât à mon désœuvrement et à mon oisiveté. En effet, bien que le visage de Madame de Morège, le timbre de sa voix, les mouvements de son corps me causassent un ravissement profond, jamais je n'étais encore parvenu à lui rien laisser entendre du plaisir et de l'émotion que je ressentais à être auprès d'elle. Jamais je n'avais su lui adresser aucun de ces compliments qu'un homme bien élevé doit à une jolie femme. Aussi, pouvait-elle me croire complètement insensible à sa grâce et à sa beauté, car il me paraissait, à plus forte raison, impossible qu'elle eût pu deviner le secret trop bien caché de mon amour. Par une singularité particulière, et qui s'ajoutait à celle de ma situation, le sentiment passionné que je nourrissais pour Madame de Morège ne me rendait ni distrait, ni stupide, ni irritable. Madame de Morège et moi avions de longues conversations sur toutes sortes de sujets. Il m'arrivait même en ces causeries de faire preuve d'esprit, de finesse et de gaieté. Je n'avais rien de l'ahurissement maladroit qui signale les amoureux. Mon infirmité à moi était autre. Elle consistait simplement dans l'impossibilité d'exprimer mon amour. Incapable de faire comprendre à Madame de Morège combien j'étais touché des agréments de sa personne. Je l'étais bien plus encore de lui avouer le désir d'en goûter plus intimement le charme et de lui dire l'impression ardente et profonde qu'elle avait faite sur mon cœur. Si donc l'aveu le plus respectueux et le plus tendre me semblait une audace au-dessus de mes forces, il allait de soi que l'idée de manifester l'amour que j'éprouvais ne me venait même pas à l'esprit. Ou plutôt, ne m'y venait parfois que comme une velléité dont je sentais aussitôt ce qu'elle avait d'insensé et d'impraticable. Et cependant, Madame de Morège n'était point de ces personnes hautaines et distantes dont l'abord et les façons imposent la retenue et la réserve. Elle n'était ni froide ni altière, mais au contraire toute grâce et toute douceur.
Ses manières, simples et faciles, eussent dû rendre aisées les explications les plus délicates. Et pourtant, à la pensée de lui révéler l'état de mon cœur, je me sentais saisi d'une telle appréhension que j'en défaillais d'avance. Oui, voilà où j'en étais avec Madame de Maurèges. Néanmoins, n'imaginez pas que je fusse résigné à mon rôle d'amant muet. J'en souffrais cruellement. Mon amour ne s'accommodait nullement d'être sans espoir. Je me reprochais ma lâcheté, d'autant plus que je savais parfaitement que rien en moi-même ne me la ferait surmonter. Ma seule chance d'en venir à bout était quelques circonstances imprévues et prodigieuses qui n'avaient aucune raison pour se produire et que j'étais incapable de provoquer. D'autre part, je ne pouvais supposer que Madame de Maurèges se chargeât d'une initiative que rien ne me donnait lieu d'attendre d'elle. Restait donc quelque intervention mystérieuse du hasard. Mais d'où se pourrait-elle bien manifester ? Cette question me torturait et m'affolait. À défaut du reste, j'en étais venu à espérer dans les choses qui entouraient Madame de Maurèges. Sa présence me les rendait animés. N'en serait-il pas une qui lui parlerait de moi ? Le fauteuil sur lequel je m'asseyais auprès d'elle ne me jetterait-il donc pas à ses pieds de toute la force de ses bras magiques ? Les fleurs de la tenture ne quitteraient-elles point l'étoffe pour former un bouquet qui, de mes mains, irait porter aux siennes l'aveu de mon tourment ? En ces incertitudes et en ces chimères, le temps passait. Tout ce que je pus faire fut de rester une fois 3 jours sans paraître rue Franklin. Le 4e, je sonnai à la porte. Madame de Maurèges était en voyage. Je fus pris d'un saisissement. Partie, elle ne reviendrait plus. Son mari l'avait sans doute rappelée à Rome. C'était fini. Le domestique me rassura. Madame de Maurèges était allée à Nantes voir un objet d'art qu'un antiquaire lui proposait. Elle serait de retour le lendemain. Je respirai. Le lendemain, à l'heure habituelle, j'étais chez Madame de Maurèges. Hélas, elle ne saurait pas plus mon angoisse de la veille qu'elle ne saurait mon amour. De quel sortilège étais-je la proie qui me réduisait à l'inexplicable et douloureux silence où je me consumais, le cœur battant et la bouche cousue ? Que s'était-il passé en moi ? Ah, ce n'étaient pas mes audaces de jeunesse que je regrettais. Ce que j'enviais, c'était l'humble pouvoir d'exprimer à celle que j'aimais le secret de mes pensées. C'est à quoi je réfléchissais dans le salon déjà sombre où j'attendais Madame de Maurèges. Comme cette demi-obscurité me rendait l'attente plus pénible, je me levai, poussai un bouton électrique et regardai autour de moi. Soudain, mon attention fut attirée par un objet que je ne connaissais pas. C'était posé sur le marbre d'une console une figure de faune en terre cuite. Sans doute était-ce lui qui avait provoqué le voyage de Madame de Maurèges à Nantes, d'où elle venait de le rapporter de chez l'antiquaire. Curieusement, j'examinai le nouveau venu. Le petit dieu dansait. Son corps, modelé dans la terre sanguine, se cambrait, gai et brutal, élégant, quoique presque trapu en sa force musculeuse. Sa face camuse, à la bouche large, aux yeux obliques, aux oreilles pointues, riait cyniquement. Ardent et vif, il dansait, haussant une grappe de raisin à son poing.
L'un des sabots de ses deux jambes velues piétinait, tandis que l'autre levait dans une gambade sa corne fourchue. À le rude et joyeux petit dieu, rustique et sensuel. Le sang qui rougissait ses membres ne devait porter dans sa tête que des pensées simples, chaudes et brusques. Comme ses lèvres étaient faites pour le baiser et ses bras pour l'étreindre. Si seulement il pouvait me communiquer un peu de sa force et de son ardeur. Et je m'inclinai devant lui comme pour le supplier. Tout à coup, le bruit de la porte qui s'ouvrait me fit sursauter si brusquement que je me heurtai le front au sabot levé de la statuette. Le choc fut si imprévu que je m'appuyai à la console et restai un moment étourdi. Une chaleur subite me parcourait tout le corps, en même temps qu'une bouffée de sang m'empourprait le visage. Mes oreilles bourdonnaient. Derrière moi, je croyais entendre le souffle haletant du faux nain dont les sabots frappaient le marbre comme pour prendre son élan. Ma vue se troublait. Madame de Maurèges avait refermé la porte. Elle s'avançait vers moi. Je voyais son visage souriant et doux. « Avouez, Paul, me disait quelquefois Madame de Maurèges en me montrant le faune de terre cuite, avouez que c'est lui qui vous a poussé par les épaules et qui a éteint la lumière. » Et nous regardions en riant le petit Sylvain hilar et vineux, dont la mystérieuse intervention avait uni dans l'ombre nos lèvres ardentes et silencieuses. Bonne nuit. Bonne nuit.